Hola, ¿qué tal familia? Aujourd'hui, on se retrouve en La Casa, podcast réalisé et produit par Artem Vision et présenté par Hola, ¿qué tal? Moi, c'est Maëva, fondatrice du média Hola, ¿qué tal? Et aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'Amérique latine. Donc aujourd'hui, je suis avec Alex Munoz-Casieux. Tu es donc franco-péruvien. Oui, Tu merci pour l'invitation. Oui, avec plaisir. Merci d'être venu et de l'avoir accepté. Du coup, toi, tu es franco-péruvien. Tu as fait une partie de tes études au Pérou. Et ensuite, tu es revenu pour tes études supérieures en France. Exact. Aujourd'hui, on va traiter un peu la question de à partir de quel moment on peut dire qu'on est latino. Donc avec toi, qui est maintenant tu es professeur au collège, Collège, lycée, ouais. au collège et lycée. Et donc on va parler un peu de cette question-là. Tu vas revenir un peu sur l'histoire de l'Amérique latine, le terme d'où il vient. Et on va voir ça juste après les présentations de nos superbes invités. Bienvenidos a la casa. Alors aujourd'hui, nous avons en invité la superbe, la merveilleuse et la joviale Franci Barahona. Hola Franci. Hola, merci beaucoup pour l'invitation. Hola, ¿qué tal? Gracias por haber aceptado la invitación. Alors, toi, tu es danseuse depuis tes 6 ans Oui. de salsa caleña, donc tu as commencé à Cali, hein, tu es originaire de Cali. Oui. C'est ça. Et tu es arrivée en France il y a 10 ans. Oui. Et tu as créé l'académie de danse de salsa caleña Cali Sabor. Alors, est-ce que tu peux nous raconter brièvement un petit peu comment ça s'est passé pour l'ouverture, comment tu es arrivée en France et pourquoi la France surtout? Parce que c'était un marché qui était très fermé quand même pour la salsa caleña. Je sais pas. Je pense que c'est le destin. Je suis arrivée, honnêtement, j'ai honte de le dire, mais j'étais avec un troupe de danse et je décidé de rester comme ça. Mais je dis non, je reste que 3 mois, après je parte. Parce que moi, excusez-moi, mais je dis, c'est moche, c'est froid, j'ai peur de les rats. Je pensais beaucoup de choses comme ça quand je suis arrivée en France. J'aime pas les personnes, j'aime pas les fromages. Beaucoup de choses qu'on a dans la tête. Mais après, j'ai commencé à faire les cours parce que c'est un ami qui me dit il faut que tu fasses des cours de salsa parce qu'ici, il n'y a pas de salsa colombienne. Et je dis ok, je l'ai fait. La première fois, j'ai eu plus de 30 personnes en stage. Après, je commence à faire les calculs. Ok, je gagne ça à Colombie, je gagne ça. Non, avec ça, je peux travailler 2 mois. Comme ça, je rentre à Colombie, je continue mon travail. Je pensais à ça, tu vois. Mais après, je pensais au futur de ma mère. Et je dis, je vais me sacrifier 1 an et après, je parte. Je suis déjà 10 ans ici. Je vais me marier. Ça va, tu t'es habituée au rat? Si. Mais les choses qu'après que je connais mon chéri, il y a les personnes, les bonnes personnes, je commence à aimer la France. Avant, j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Non, j'ai peur. Et moi, je suis trop différente. Et quelquefois, je pars trop fort pour tout le monde. Je me sentais mal. Et aussi, grâce à mes élèves qui me sont aidés, ils ont tout le temps me soutenu. C'est pour ça que je restais. Je commençais à danser dans la rue. Et les personnes me donnaient des pièces. Et yo, ouais, ça me sert pour manger. Et c'est comme ça que je commencé l'école à danser dans la rue avec une amie, Laura. Et comme ça, petit à petit, les personnes ils sont crues en moi, ils voient mon talent. Et c'est comme ça que Cali Sabor. Jamais je pensais, je vais faire une école, c'est mon rêve, je vais aller à la France, Paris, la Tour Eiffel. Non, jamais. Ok. En tout cas, pour la petite histoire, moi, tu as réalisé un de mes rêves en ouvrant cette académie. Beaucoup de me disent ça. Parce que moi, en fait, depuis toujours, je voulais danser de la salsa caleña. Mais il n'y en avait pas en France. Et j'ai dansé avec toi la salsa caleña. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On reviendra tout à l'heure. Franci vient aujourd'hui aussi nous témoigner, en fait, parce que là, tu viens de nous donner tous les côtés positifs de la France. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus négatifs et justement, on va en parler tout à l'heure. Pour notre autre invité, donc là, on a le grand DJ El Dani. Tu es DJ depuis plus de 20 ans. Tu as participé un peu à la création de cette communauté latina qui adorait le reggaeton à l'époque parce qu'il n'y avait pas du reggaeton comme aujourd'hui où on en voit partout et ça s'écoute dans tous les coins de rue. Non, c'était juste à cette époque-là dans un petit coin à Saint-Michel qui s'appelait le Théos à l'époque. Et toi, tu as fait mes premières soirées en fait. Hein? Ouais, on est... Tu sais, ça c'est un peu une guerre de Chaprel qui a été le premier, etc. Et c'est... J'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans parce qu'après, il y a toujours les
les égos des uns et des autres qui revient et des déclarations de guerre parce qu'on a osé dire qu'un tel était, etc. Mais bref, en tout cas, ça, oui, effectivement, j'ai eu le plaisir de faire partie du début d'une superbe aventure. Mais une aventure, en fait, qui avait commencé avant moi d'une certaine manière avec les musiques latines qui étaient d'actualité. Et il y avait une nouvelle vague musicale au courant des années 2000 qui arrivait, qui était le reggaeton, même si j'ai toujours, d'ailleurs, et je continue à le revendiquer haut et fort, mon premier amour et mes premières choses qui m'ont fait vraiment revenir vers ma latinité, parce que je pense que c'est aussi le sujet du jour, c'est la salsa. Donc moi, je suis un salsero avant tout. Mais parallèlement aussi, on peut être salsero et aimer d'autres courants musicaux. Et donc, il y avait cette explosion du reggaeton que j'ai eu le plaisir de découvrir depuis mon adolescence, quand je voyageais vers là où habite une grande partie de ma famille, Porto Rico. Et donc, en gros, on a fait partie avec... voilà, c'était un parti DJ Jiménez, Michel. On a fait le début je pense, d'une grosse aventure reggaeton en France, un moment où personne ne prenait vraiment au sérieux cette musique. Voilà, il y avait juste des jeunes latino-américains qui vivaient ici, ou des gens qui étaient allés en Espagne, au Repdom, qui avaient un peu entendu un peu de reggaeton comme ça. Et nous, on a commencé à faire peut-être les premières soirées reggaeton significatives. Alors, ça a commencé dans les petits bars, là, effectivement, à l'époque, au Théos. Et puis après, petit à petit, on a commencé à ramener les premiers artistes de reggaeton qui sont venus en France vers 2007, 2008, avec De La Ghetto, Joel Randy, Chrissy Angel, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été l'ouverture après pour ce mouvement maintenant qui est énorme. On voit maintenant des concerts dans des salles comme le Zénith, Bercy, etc. On voit que maintenant toutes les grosses maisons de disques investissent à mort dans cette musique, alors qu'avant, effectivement, personne ne prenait trop au sérieux. Mais d'une certaine manière, voilà, ça fait plaisir. Et surtout, ça fait plaisir d'être là, toujours là. Parce que c'est souvent... vrai. C'est ça, c'est que en fait, dans ta carrière, on t'a vu dans plein d'endroits qui étaient juste géniaux. Et enfin, quand tout à l'heure, j'ai dit tu as participé un peu à ce mouvement et tout, mais c'est vrai que tu as toujours eu cette ambition de trouver des lieux très sympas pour la communauté latina. Par exemple, on t'avait à la Coupole, la Seine-Bastille aussi, il me semble, c'était là que vous aviez fait le concert de La Ghetto, de La Jolie Ghetto, Randy. qui m'avait d'ailleurs touché la main, juste. Voilà. La sensation del bloque. C'est ça. Et on t'a vu aussi dans des ouvertures de concerts, de gros concerts, à Bercy, pour Marc Anthony, pour qui d'autre, rappelle-moi. Il y a eu, je sais pas, après il y a eu pas mal de monde, mais il y a eu la première fois qu'un artiste de reggaeton est venu dans une salle de grande envergure, c'était au Zénith de Paris, 2010, Daddy Yankee. Mais après, il y a, voilà, beaucoup d'artistes de reggaeton. En gros, j'ai eu le plaisir de faire leur première partie, Don Omar, Wisin y Yandel, J Balvin, Plan B, Arcángel, je sais pas, beaucoup d'artistes, que ce soit dans les grosses salles ou des fois quand ils venaient dans les discothèques. Mais il y a aussi d'autres artistes pour moi qui ont un prestige aussi à part, culturel. Un artiste comme Juan Luis Guerra, quand il était au Zénith de Paris, j'ai eu le plaisir de l'ouvrir. Des artistes comme El Gran Combo de Puerto Rico, Los Bambang. Voilà, moi j'aime la musique latine dans sa diversité. C'est une de mes raisons d'être en tant que, je pense que c'est une partie du débat et je ne veux pas trop m'avancer non plus, voilà, mais en gros, pourquoi je fais tout ça, c'est parce que je suis à la fois né ici, mais j'ai toujours été très proche de ma culture latino-américaine et je pense qu'à travers la musique, c'est comme ça que je vis ma latinité et c'est comme ça que je la partage et que c'est comme ça aussi que je trouve d'autres personnes comme moi qui sont soit des franco-latino-américains qui aiment leurs origines, soit des latino-américains qui ne vivent pas en Amérique latine, mais qui veulent retrouver un bout de terre ici, ou soit aussi beaucoup de Français qui aiment cette culture latine, qui veulent aller vers cette culture latine. Donc en gros, dans tout ce que je fais, j'essaie d'avoir en fait ces trois ouvertures en fait. Ouais. Et justement, aujourd'hui, tu vas nous parler en fait de ce lien et l'importance de notre statut un peu de franco-latino pour faire le lien. Et c'est ce que tu fais, comme tu dis, à travers la musique depuis tant d'années, pour déjà ramener un peu la communauté latine vers la française et la française vers la latine, et que les Français aussi comprennent un peu mieux notre culture, que ce soit à travers la musique, la danse. Et justement, c'est ce qu'on se disait en off. Hola Que Tal a été créé aussi pour ça. Donc nous, c'est gastronomie, enfin c'est vraiment histoire, musique aussi, soirée, événements, tout ça. Mais c'est vrai que toi, en fait, tu t'es donné un point d'honneur à le faire à travers la musique et à travers tes soirées. Aujourd'hui, on te retrouve au Cabaret Sauvage, donc un lieu mythique de la scène musicale. Et tu fais des soirées justement qui réunissent les deux communautés. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Donc merci pour ça. Et on continue donc avec Alex.
maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il m'a fait une très belle transition en plus sur l'idée de latinité et de diversité aussi. Parce que c'est vrai que tous les pays d'Amérique latine se disent divers. Tu peux aller de Cuba, où on va dire de la culture yoruba, à l'aspect très espagnol, très européen aussi de la Havane, qui ressemble beaucoup à Barcelone, hein, avec la Rambla, etc. Au Mexique, au Brésil, tous les pays se disent très divers. Donc, si c'est le continent des diversités, c'est compliqué de réussir à trouver un concept finalement qui arrive à être partagé de tous. Mais je te laisse c'est vrai. la parole. Mais non, là, elle est à toi la parole. Là. Tous les studios, moi, je suis professeur d'espagnol en collège et lycée. Et chaque fois que tu rentres dans une salle de classe dans le 93, 94, ou peut-être toutes les écoles de France, la première chose qui te choque en cours d'espagnol, c'est que tu as un grand drapeau de l'Espagne dans la salle, tu sais. Et quand tu parles aux élèves, souvent, en fait, ils parlent de l'espagnol, mais au travers de l'Espagne. Donc, ça va être la fête de la tomate, ça va être des trucs qui sont propres à l'Espagne, tu sais. Et moi, je leur dis, alors non, on va changer vraiment le point de vue. Et moi, je vais vous parler de l'espagnol, mais de l'Amérique latine, à partir de l'Amérique latine. Donc, du coup, dès les élèves, avec les 5e et 4e, on parle déjà de est-ce que c'est une vraie découverte de l'Amérique latine par Christophe Colomb? Est-ce qu'il y avait déjà des gens sur place? Donc, c'est important de se dire qu'il faut changer aussi parfois du point de vue, même à partir de la langue. Et pour l'Amérique latine, alors le terme, il est arrivé très tard finalement. Le terme Amérique latine, il est arrivé milieu 19e siècle, donc à partir de 1850. Et c'est Napoléon III, qui est un Français, qui l'a beaucoup mis en avant, parce qu'en fait, il voulait diviser l'Amérique entre l'Amérique anglo-saxonne, donc l'Amérique du Nord, et l'Amérique qui parlait espagnol, portugais et français, puisqu'il y avait Haïti, il y avait la Guyane, etc. Donc du coup, ça a été une volonté politique, mais de l'Europe, de la France, enfin de Napoléon III, pour essayer de diviser ce grand continent qu'était l'Amérique. Et quand tu vois les pères des indépendances, ils parlaient de las Américas. Avant, c'était las Indias, tu sais, du fait de l'histoire qu'on connaît, on était persuadé d'être arrivé dans les Indes. Donc, c'était pas le terme América Latina. América Latina est arrivé plus tard. Et d'ailleurs, Napoléon III a essayé d'aller au Mexique. Il a fait une expédition au Mexique dans les années 60, qui a été un échec. Les Mexicains ont chassé les Français. Il y a eu des milliers de Français qui sont morts au Mexique, mais parce que Napoléon III voulait conquérir le Mexique pour essayer de recréer un lien entre l'Europe et l'Amérique. Et du coup, l'Amérique latine. Et en fait, Amérique latine, c'est un terme qui est complexe parce qu'en fait, donc Amérique, parce que c'est Amerigo Vespucci, donc l'explorateur italien, donc, qui a fait le tour un peu de l'Amérique, et latine parce qu'effectivement, on serait soit avec la langue, hein, on aurait du coup cette culture commune avec l'espagnol et du coup et l'Europe. Mais du coup, est-ce que ça prend en compte les identités des peuples indigènes, originaux de tous ces pays? C'est plus compliqué du coup, tu vois. Finalement, en parlant d'Amérique latine, ça crée toujours ce lien entre l'Europe et l'Amérique. Et en fait, quand tu vois les indépendances, la manière dont les indépendances se sont créées, que ce soit Bolivar, San Martín, Hidalgo, tous les grands indépendantistes, finalement, c'était des créoles de l'élite économique de ces pays qui ont voulu casser le lien avec l'Europe, mais c'était pas forcément des indépendances par les peuples du bas, en fait. Ça a été fait vraiment par des classes plutôt bourgeoises, créoles des pays d'Amérique latine. Et donc après les indépendances, les peuples, disons, indiens, afro-latino, afro-américains, leurs conditions de vie, elle ne s'est pas vue totalement modifiée, avec un acquis de droit, etc., etc. On a vu que finalement, il y a eu une forme de néocolonialisme qui a perduré. Et c'est pour ça que l'Amérique latine, jusqu'à maintenant, finalement, vit des situations encore de racisme, j'allais dire, de relégation des populations indigènes ou de relégation des catégories les plus pauvres, parce que finalement, on n'a pas su couper le lien avec ce qu'était la colonisation véritablement. Et bon, bref, Amérique latine, du coup, on sent que c'est un concept un peu fourre-tout, et en même temps, on sent que ça dit véritablement quelque chose, parce qu'il y a vraiment quand même aussi une culture commune qui s'est créée au fur et à mesure. Et je finirai juste sur une anecdote que j'avais apprise, je m'en souviens, en master, mais du coup à Paris, à l'IHEL. En fait, toutes les villes d'Amérique latine, du Mexique jusqu'en Argentine, en passant par les Caraïbes, elles sont constituées presque de la même manière. Il y a la Plaza de Armas, la place centrale, avec son église,
sous alcaldía ou municipalidad, avec le petit parc au milieu, et la ville est un peu construite tout autour avec des artères qui sont assez perpendiculaires. Et en fait, ce plan-là, il a été fait parce qu'il y a une ville en Espagne qui s'appelle Santa Fe, et en fait, ils ont calqué le modèle de Santa Fe, les Espagnols, sur toute l'Amérique latine, pour réussir à harmoniser un territoire, quoi. Et en fait, c'est assez fou de se dire que ouais, donc tout ça, c'est pas neutre, en fait. Tout ça, c'est une construction sociale et historique, quoi. Ok, bah, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que vous avez des questions pour vous? Non. Non, c'est super intéressant. Après, de toute façon, c'est un débat qui est très 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 long. Oui. Et en fait, à aborder en fait aussi selon les différentes perspectives, parce que on peut même rajouter aussi par rapport à cette histoire de être, parce que c'est le débat aujourd'hui, c'est au final, c'est qu'est-ce que être latino, c'est ça? À partir de quel moment on peut dire qu'on est voilà, latino? parce que si en France déjà, il y a des fois aussi il y a certaines communautés aussi qui veulent se revendiquer peut-être latino et peut-être qu'ils sont aussi depuis leur point de vue aussi, on pourrait dire pourquoi pas, mais que c'est sûr qu'en tout cas nous les Latino-Américains, on le ressent pas du tout de cette manière-là. Je vais être très explicite, par exemple nos amis de communauté du Portugal ou Italie ou Espagne, qui très souvent veulent se revendiquer latino et que c'est pas du tout qu'on les aime pas, qu'on n'admire pas leur culture, elle est merveilleuse leur culture, non, c'est etc. vraiment, Mais en tout cas pour nous latino-américains, alors oui, parce que le latin, ça vient du latin, ok non, voilà. Il y a eu toute une histoire coloniale en fait qui vient avant ça et c'est pour ça aussi que j'avais à cœur de faire cette émission justement pour remettre un peu les choses dans leur contexte, que les gens comprennent en fait que derrière ce terme-là, bah, il y a vraiment une histoire coloniale. Comme tu disais, il y a des peuples autochtones qui vivaient déjà en Amérique latine. Donc, et qui parlent pas espagnol. C'est-à-dire que en plus, latino-américain, c'est du coup autour des langues latines, mais tu fais quoi avec le nahuatl, le quechua, l'aymara, le guarani, même des cultures afro comme je sais qu'à Porto Rico, il y a tout un truc autour de la bomba et des religions afro, même afro-caribéennes, mais comme la santeria. C'est pas, ça a rien d'européen tout ça. Et c'est pourtant de plus en plus représenté aussi, j'ai l'impression, dans nos pays d'Amérique latine. On se cache moins, parce que pendant très longtemps, il y a eu tout un truc autour de la couleur, on sait que ça, c'est structurel en Amérique latine, hélas. Mais on sent que maintenant, tu peux même avoir des classes bourgeoises de toutes nos capitales latino-américaines qui vont se revendiquer. Alors au Pérou, c'est cholo, tu vois, qui veut dire indien, mais tu peux retrouver ce truc-là. On revendique qu'on est. Oui, depuis on a des racines africaines, des racines indigènes. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un peu une tournure sur ça. Et la musique aide aussi, parce que si tu la salsa, moi, ça m'a toujours fasciné à quel moment ils parlent d'América Latina, à quel moment ils vont commencer à parler de tel et tel pays dans les chansons, dans les musiques. Et c'est vrai que quand tu écoutes des chanteurs comme Rubén Blades, América, c'était aussi le mot, hein, c'était un cri, tu vois, América. Et quand tu as Calle 13 qui sort une chanson sur América aussi, tu sens que c'est ça le terme en fait qui est politique, qui est peut-être le plus proche de nous, c'est qu'on est l'Amérique. On est les Amériques, mais on est l'Amérique. Et que finalement, on pourrait chasser un peu cette idée de latinité aussi, tu vois, du coup. Mais c'est complexe quand même. Et surtout, c'est complexe et surtout que justement, les latinos qui en tout cas sortent du pays, en tout cas dans mon cas à moi, je suis issue de l'immigration, je déteste ce terme, mais c'est ça. Je me revendique vraiment très latina et depuis toujours, mais parce que même j'avais pas cette idée qu'en fait, c'est tout un terme en fait. Et du coup, c'est de plus en plus difficile de chasser c'est impossible. Chasser ce terme parce que on dit les sons latinos. Oui, J'entends de plus en plus, tu sais, les sons latinos pour parler d'une diversité qui peut aller du dembo au reggaeton, au cubaton, à tout ce que toi tu connais, tu sais, et on a les sons latinos. Tu fais si on est parti dans ça, c'est fini. Alors du coup, maintenant, on effectivement de l'extérieur. Et j'en finirai que en fait le terme de latino, c'est beaucoup sorti aux États-Unis en fait, tu sais. C'est-à-dire que là-bas, les communautés à New York se sont toutes retrouvées, les portoricains, les cubains, les dominicains, les mexicains. Et là, il y a eu ce truc-là qui s'est formé de l'extérieur, en fait, tu vois, d'un pays où ils étaient eux-mêmes immigrés. Et c'est là où la salsa est née. Et c'est là où il y a l'idée il y a somos latinos, somos raza. Il y a eu un truc comme ça. Et que sur place, on était surtout,
surtout péruvien. Il y avait des nationalismes très forts en fait entre les pays déjà. Mais cette idée d'union s'est faite à l'extérieur en fait, d'une certaine manière. Ça a été un peu comme une réappropriation du terme pour le transformer en quelque chose de positif. Par le bas, ouais. Du coup, pas par les élites, mais plutôt par le peuple de trabajadores, les travailleurs, les obreros, les femmes de ménage. Et il y a eu un truc aussi qui s'est constitué aux États-Unis, quoi. Et maintenant, il y a Latinx qui revient beaucoup, ce concept-là. Latinx, en fait, c'est les latinos nés à l'extérieur, en fait. Les latinos nés à l'étranger, aux États-Unis, qui sont issus de l'immigration, mais qui ont créé leur propre identité, quoi. Tu sais que je connaissais pas du tout ce terme-là. Aux États-Unis, c'est beaucoup les le concept chicanos. qui sort. Les chicanos qui sont effectivement des Mexicains aux États-Unis, ouais. Non, et c'est génial parce que justement, moi je me posais la question, mais nous on est quoi ? Imagine tu dis Latinx en France, le terme, c'est fini. Mais c'est là où c'est intéressant parce que aussi dans ce débat-là, et je pense que c'est un sujet en fait justement qui est peut-être pas encore assez évoqué, ou ça n'a pas été encore mis d'une certaine manière de façon plus conceptualisée. Mais en fait, nous, d'une certaine manière aussi, ce que tu viens de revendiquer, toi, de ce que tu es, en tant que personne, aussi, on est aussi, d'une certaine manière, aussi une nouvelle mouvance en fait, de latino-américains, que le reste du monde n'est pas forcément au courant qu'on existe. Mais on est né ici aussi en France, donc on a quand même aussi, on est quand même aussi pour ceux qui sont nés ici. On a la culture française aussi qui est aussi en nous aussi, qu'on le veuille ou pas. Donc on est français aussi. Mais clairement, par exemple, moi, en tant que mec né ici à Paris, je me suis toujours senti mal à l'aise, des fois quand je suis en Amérique latine, et que justement, là, ça tu dis que tu es français, et on veut te cataloguer français, mais comme si on te parlait, t'as l'impression qu'ils veulent te parler de toi, d'une France que c'est pas celle avec laquelle tu as grandi. Et ça ne veut pas à nouveau dire que c'est en aucun cas quelque chose de mieux ou de moins bien ou de mieux. Moi j'ai plein de potes qui sont bretons, alsaciens, etc. Moi, quand on va me dire que je suis français, je ne vais pas forcément me reconnaître dans la culture, dans ça, en fait, par exemple. Même si pourtant je l'adore, je respecte, au contraire, j'adore la France et j'aime ce pays. Mais non, moi, la culture que j'ai eue à la baraque, c'était la culture latino-américaine. Moi, j'ai bouffé du cochayoyo, plato chileno, empanada, arroz con gandules, habichuela, etc. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est un concept qui est, je pense, pas encore assez bien compris. Pas assez bien défini. Voilà, il existe cette mouvance de franco-latino-américains où clairement, c'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes façons d'être que les latino-américains parce que c'est normal, on n'a pas grandi dans ce même milieu ambiant. Mais clairement, non plus, c'est pas un hasard, en fait, aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, si toi, là, tu es là à présenter ce programme-là avec ce sujet-là, si moi, je fais ces événements que je propose et avec cet engagement, si toi, tu es rentré dans cette voie aussi de l'enseignement de l'espagnol et tout, ma mère était prof d'espagnol aussi, donc tu vois, je me reconnais très bien dans ce que tu dis, dans les choses que tu défends. Et voilà, donc c'est vrai que c'est des débats qui peuvent être très ouverts, très intéressants. Il y a, je pense aussi, le point de vue, justement, pour une personne comme Francie qui peut être intéressant, parce que Francie, pour le coup, elle a notre différence, elle est arrivée à travers le temps, mais elle a vraiment grandi là-bas, donc elle est vraiment un peu, j'ai envie de dire d'une certaine manière, ce que nos parents ont pu être, en fait. Ils sont arrivés avec les difficultés qu'ils ont eues, donc elle est entre les deux cultures, elle est en train de s'accoupler à la culture française, mais en même temps, elle reste profondément colombienne, et elle le fait très très bien, et elle représente des choses qui sont très importantes pour notre communauté. Comment toi, Francie, tu perçois justement le fait d'être latino? Comment toi tu vois tout ça? Pour moi, c'est un débat interminable, surtout sur mes réseaux, sur TikTok. Bueno, yo me réveille, yo fais un video de salsa, y yo, salut a tous mes latinos, en español, no, hola a todos los latinos, y yo me le drapeau de toda Sudamérica. ¿Y cómo le comenté? Mais yo soy español, yo soy latino, sí, yo soy Portugal y tú para mí le drapeau. Y après bien, tous les latinos, mais tú eres español, tú eres pas latino, tú eres portugués, tú has venido a toutes les personnes en Brasil, des choses comme ça. Et moi, je trouve, chaque fois que je fais un vidéo, je pense, qu'est-ce que je peux faire? Et tout le temps que je dis latino, si je mets le drapeau, des messages, et des commentaires, ils se battent entre eux. Et je dis, aïe, aïe, aïe. Et pour moi, je suis latino, les personnes qui aiment ma culture. Même si même mon chéri, il est français, mais il est tellement ouvert, il accepte tout le monde, il respecte tout le monde. Moi,
Et je pense que pour vous, c'est trop dur parce que vous êtes trop latinos por ici et vous êtes trop franceses por là-bas. Si déjà pour moi, quelquefois me dit, mais tu parles différent. Yo parle différent, je suis tellement callejera que moi, je suis colombienne. Mais je sens quelquefois que me dicen, yo, imagine les personnes qui sont grandes ici, c'est dur. Pero vous avez une grande chance parce que vous avez deux cultures. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que vos parents ont fait un grand effort. Mais je m'imagine. Parce que vous avez réussi à être ici, à améliorer sa vie. Et c'est les choses que je pense que tous les pays ont cherché parce que je ne pense pas que si ta maman ou ton père qui habite, je ne sais pas, Puerto Rico, Chile, ils sont contents avec l'argent, habitent à côté de la plage, il ne va pas venir ici. Bien sûr que non. Donc, on connaît que tous les latinos, ou tous les... Bueno, pour moi, vous êtes latinos, il y a l'histoire derrière de tout le travail de votre famille pour que vous réussissiez. C'est pour ça que moi, je suis trop neutre. Quelquefois, je suis comme ça, d'un côté, tout le monde me tire d'un côté, de l'autre côté. La première fois que je montrais à Julian de ma communauté colombienne, ça a été dur. Ça a été dans le Tour de France, qu'il a gagné le Colombien. Je me rappelle pas, il a gagné, oui. Et je suis venue avec Julian, il est trop blanc, un petit peu. Avec son t-shirt jaune, il ressemblait le soleil, le fromage brillant. Et tous les Champs-Élysées remplis de Colombiens. Et je viens avec lui. Il est monsieur, non, monsieur Colombien. Me regarde comme ça. Ah, mais c'est mec, ça va? Il te traite bien? Et oui, mais pourquoi tu t'as pas marié avec un Colombien? Yo, non, je n'ai pas marié à lui, je le connais, nanana. Et je sentis comme que tous les messieurs qui ne me connaissent pas, comme mi papa. Tu vois, comme que, oh, mais il est bien. Mais les Français sont comme ça, comme ça. Et après qu'ils ont vu qu'elle vient à faire la campagne, à boire l'alcool, à manger les empanadas, à danser avec tous les mamies. Ils l'ont adopté. Ah, ça dit, ya. Mais ça a été dur. Et nous coupons l'épisode ici pour plus de suspense. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie du premier épisode de La Casa, le podcast latino. Bienvenidos a La Casa.